Bonjour Monique. Bonjour, ben, je suis tout émue, hein, je vous le dis. Et puis merci beaucoup pour vos applaudissements parce que ça va me donner du courage, d'une part pour vous supporter cette soirée, tous ensemble, et puis pouvoir continuer parce que franchement, le combat va être un peu dur. Mais tous ensemble, on finira par y arriver. Alors, peut-être juste avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une rapide biographie pour celles et ceux qui ne te connaissent pas forcément aujourd'hui. Donc, tu es né à Saint-Étienne, tu as vécu en Lozère, tu as été sociologue, directrice de recherche au CNRS, tes études et ton terrain d'enquête privilégié, ça a été la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, les capitalistes, les riches. Tu as t'as aussi travaillé sur la ségrégation urbaine d'ailleurs, à la base, la reproduction sociale, l'entre-soi, l'homogamie sociale. Avec ton mari Michel, vous avez écrit ensemble une trentaine d'ouvrages. La première fois qu'on s'est rencontrés, je t'avais dit une dizaine d'ouvrages et tu m'avais corrigé. Du coup, une trentaine d'ouvrages, comme Dans les beaux quartiers, la chasse à course hérite et ses enjeux, sur les grandes fortunes, Nouveaux patrons, nouvelle dynastie. Tu as aussi fait des bandes dessinées, notamment Riche, pourquoi pas toi, et Panique dans le 16e arrondissement aussi. Tu as fait également un ouvrage avec Gwen Dubourg-Toumieux dans lequel vous photographiez la haute, grande bourgeoisie quasi aristocratie. Et puis là, tu viens donc nous présenter ton dernier ouvrage chez Textuel, Les riches contre la planète, où tu mets en exergue le fait que le changement climatique, la destruction de la biodiversité, c'est une affaire en fait de classe et que nous avons de moins en moins affaire à l'anthropocène, mais au capitolocène, et on y reviendra. Peut-être juste avant, j'ai quelques questions déjà. En intro, comment on en vient à travailler sur les riches et comment, avec Michel, vous avez réussi à vous intégrer à cette société-là et pourquoi vous avez voulu travailler sur cette société-là, sur ce pan de la société, à savoir les riches, les très riches. Alors, excusez-moi, je vais parler debout, ça vous dérange pas? Parce que comme je suis petite, comme ça, je vous vois mieux. Et donc, avec Michel, en réalité, Michel, il était grand, beau gosse, et j'ai tort de dire et il était issu d'un milieu ouvrier très, très pauvre des Ardennes, où il a eu une enfance quand même très difficile, vivre dans 30 mètres carrés. Il a toujours dormi au pied du lit de ses parents, enfin, je veux dire, sans aucune autonomie. Et puis moi, j'étais au contraire fille de la bonne petite bourgeoisie de province, du procureur de la République de Mende en Lozère. Et vous verrez qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et c'était un procureur de la République qui rendait la justice, pas comme j'aurais imaginé que je la rendrais si j'étais moi procureuse, je ne sais pas si ça peut se dire, procureur de la République. Et donc deux névrosés, mais pas de la même classe, deux boiteux, mais pas de la même jambe, puisque je suis petite et avec un look un peu bizarre. Mais tous les deux, on est tombés vraiment très amoureux l'un de l'autre, mais on a scellé cet amour dans une complicité intellectuelle et politique, où vraiment, dès le début de notre rencontre, on s'est dit, ben, on est fait pour s'entendre, et on a envie l'un comme l'autre de comprendre quelque chose à notre vie, à nos vies. Et moi, j'aspirais à la réflexion, et Michel, il avait la réflexion, honnêtement, beaucoup plus que moi, mais il était enserré dans un carcan de pauvreté, de milieu social où on jouait à la belote et il n'y avait pas de livres. Enfin voilà, il était quand même dans une misère culturelle extrêmement grande. Et puis ça s'est construit, on est partis tous les deux vivre 2 ans dans le désert du Maroc pour que Michel fasse sa coopération militaire. Moi j'étais enseignante dans le même lycée que lui, dans le désert. Et puis là, dans le désert, au Maroc, en 1967 à 69, c'était 62. Et là, on a vraiment pris conscience tous les deux des inégalités entre la France et le Maroc, entre les pays développés et les pays sous-développés. Et cette misère nous a été véritablement insupportable. Mais Michel, lui, il a décidé qu'on allait raccompagner les élèves qui venaient dans nos classes
dans la ville militaire au bord du début du désert, et on les raccompagnait à tour de rôle chez eux dans des oasis. Et puis Michel me dit, pour faire comme Bourdieu, il me dit on va faire un livre sur ce travail sur les Berbères du désert. Et puis moi, au bout de 6 mois, j'ai dit écoute, tu es bien gentil, mais moi j'en peux plus d'être à 4 pattes par terre, d'avoir chaud, d'être obligé de prendre 5 tasses de thé chaque jour. Alors moi, j'étais obligée d'être avec les hommes, j'avais pas le droit d'être avec les femmes puisque j'étais la prof de leurs élèves. Enfin bref, je vous passe les détails. Puis j'ai dit à Michel, non, on rentre en France et puis on va travailler sur une autre tribu, celle où on était d'accord quand on s'est rencontrés. On va travailler sur la grande bourgeoisie et puis nous, on va mettre de la chair et du sang sur le squelette de la domination. Et ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment battu pour avoir le statut de chercheur au CNRS, parce que tout le monde nous disait, c'est ce qui était vrai, vous n'avez pas fait les bonnes études, évidemment, pas d'école normale supérieure, rien du tout, mais on était décidé et on y est arrivé. Alors je vous le dis tout de suite, c'est par effraction institutionnelle, ce qu'on a fait, voilà, c'est un peu rock'n'roll, mais en tout cas, on est arrivé à nos fins, et tout ça est décrit dans nos mémoires, et puis dès qu'on a pu travailler ensemble, parce que travailler en couple au CNRS, c'était pas tellement bien vu, et surtout travailler sur la classe sociale dominante, sur la classe des capitalistes. Ça, par contre, c'était pas bien vu du tout. C'est-à-dire que tout se passe comme si la classe dominante n'avait pas vocation à être soumise à l'investigation sociologique. Et le fait est, c'est que nous sommes les seuls à avoir vraiment tenu cette classe dans son entièreté, dans toutes ses dimensions, en se mettant en marge du CNRS, mais franchement, on n'était pas courageux, on ne courait absolument aucun risque, parce que le statut de chercheur au CNRS, à cette époque-là, c'est plus la même chose aujourd'hui, était formidablement protégé. Et c'est comme ça qu'on a acheté notre maison à Bourg-la-Reine. On a dit, c'est pas la peine, on va pas participer à la guerre des bureaux. Et du coup, on a eu un placard à balai sans fenêtre toute notre vie au CNRS, mais qu'importe, on était chez nous, on pouvait travailler. Et du coup, c'est comme ça qu'on est parti tous les matins pendant 6 mois d'affilée, à pied de chez nous, pour aller jusqu'à Neuilly, pour vivre justement le peu finalement de distance physique, c'était peut-être 6-7 kilomètres, pas plus, pour franchir en réalité vraiment l'autre bout de la société. Donc pendant 6 mois, on n'a dérangé personne, on traînait dans Neuilly, on avait organisé notre vie entre Neuilly, le 16e et le 7e arrondissement, on prenait des notes, et puis quand on s'est senti prêt, on a activé 2 relations qu'on avait, notre directeur de laboratoire, Paul Rendu, qui était issu de la très grande bourgeoisie de Neuilly et qui nous avait toujours dit « le jour où vous serez prêt à travailler sur mon milieu, je vous aiderai ». Et la deuxième, c'était une relation de moi, en Lozère, une fille de la très grande bourgeoisie de Perpignan, qui avait épousé tout récemment un comte, donc un homme de la noblesse, très lancé dans la noblesse parisienne, dans les grandes fêtes, dans la grande sociabilité. Et nous voilà partis à faire pour vous le cheval de Troie, à faire pour vous... à faire pour vous les Tintin et Milou au pays des riches, et pour nous, parce que si vous voulez, ça a été la meilleure thérapie que nous nous soyons octroyés, et la faire tous les deux ensemble, c'était quand même juste trop fort. Alors peut-être pour commencer à développer maintenant sur ton dernier ouvrage. Tu as beaucoup travaillé sur les riches. C'est vrai que moi, tu m'avais dit que du coup, tu avais fait un livre sur l'écologie, sur l'environnement. Comment on en arrive aujourd'hui quand on travaille, comment on en arrive à travailler sur les classes et l'écologie? Est-ce que avec ton dernier livre, c'est que tu as voulu réconcilier les rouges et les verts? J'ai surtout voulu me réconcilier avec la vie que nous avons à vivre aujourd'hui,
avec le chaos climatique. Et si vous voulez, c'est vrai que c'est une bonne remarque de me faire remarquer que nous aurions pu le faire avant, mais en même temps, c'est vrai qu'on était piégés et on s'en est pas rendu compte, on ne le formulait pas comme je vais vous le formuler de manière honnête aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait que l'écologie ait tout de suite été politisée, y compris dans une institution, le Parti des écologistes, dès le départ, ça c'est quelque chose qui nous a, on s'en rendait pas vraiment compte, mais après on a pu se le dire, ça nous gênait énormément, parce qu'on savait très bien que le dérèglement climatique, le chaos climatique, était un fait social total, c'est-à-dire quelque chose où plein de domaines de l'activité économique, politique et sociale de ce que nous avons à vivre sont enchevêtrés dans une même boule, un fait social total. Donc je tiens dans la main droite le fait social total qu'est le chaos climatique, et dans la main gauche, je tiens l'autre fait social total qu'est la classe des capitalistes. C'est vraiment une classe qui, aujourd'hui, a financiarisé à ses profits, avec le système capitaliste qui permet aux détenteurs des titres de propriété d'exploiter toutes les formes du vivant, humain et non humain. Et donc, il faut être compétent pour analyser cette classe sociale, comme nous l'avons fait. Il faut être compétent dans le domaine de l'ethnologie, de la sociologie, de la science politique, de l'économie, de tous les secteurs de l'activité économique et sociale. Et aujourd'hui, évidemment, plus qu'hier, puisque tout, aujourd'hui, est financiarisé sous forme de titres de propriété qu'il s'accapare de génération en génération, constituant des dynasties familiales de siècle en siècle, et eux se présentant comme des êtres d'exception, puisqu'ils se présentent comme n'étant que des usufruitiers, c'est-à-dire qu'ils ont hérité des titres de propriété de leurs ancêtres. On leur a construit un habitus de classe, ça je me réfère à la théorie de Pierre Bourdieu, pour être aptes à hériter, puis à transmettre aux générations suivantes et à ne se vivre comme des usufruitiers. Et c'est pas rien ce que je suis en train de vous dire, parce qu'avec ce schéma-là, qu'il nous a fallu des mois, et puis des jours et des jours de partage avec ces familles, que ce soit dans leur intimité, mais surtout que ce soit dans les cercles, dans les rallyes, que ce soit dans toute la sociabilité mondaine, qui n'est pas du tout quelque chose de ringard, comme nous disaient nos collègues pour dénigrer notre travail. C'est au contraire le moment où ils se retrouvent tous ensemble dans la joie, dans les meilleurs vins, dans les meilleurs mets, dans les espaces les plus jolis que vous puissiez imaginer. Et c'est comme ça que leur conscience de classe, en partie, se forge, en étant tout le temps ensemble dans des conditions très différentes. Alors, où est-ce que j'allais ? C'est sur pourquoi travailler sur l'écologie. Est-ce que tu as voulu réconcilier les rouges et les verts ? Voilà. Alors, donc, c'était très difficile. Du coup, avec Michel, comme on était embarqués dans des bandes dessinées, des films, des tas de trucs, bon, voilà. Et puis, Michel est malheureusement tombé gravement malade. Et du coup, j'étais son aidante. Je ne pouvais plus sortir. Il y a eu le confinement. Et je me suis dit, ma fille, c'est peut-être le moment pour que tu puisses lire tout ce qui est paru sur le dérèglement climatique. Tu vas suivre la presse jour après jour, prendre des notes. Et voilà, et comme la maladie a duré longtemps, du coup, j'ai travaillé, j'ai avancé. Et puis un jour, j'ai proposé un synopsis à l'éditeur des éditions textuelles. Et l'affaire est partie comme ça. Mais si vous voulez, c'est une approche qui était très, très difficile. Parce que j'avais deux faits sociaux totaux et c'était profondément impertinent sur le plan intellectuel. Parce que si vous voulez, l'idéologie dominante, elle vous présente toujours le réel de manière fragmentée.
corsetés. On ne met jamais, quand les dominants, ceux qui possèdent les médias, ceux qui possèdent les maisons d'édition, tous ceux qui vous pourrissent la vie avec la propagande néolibérale, ils vous présentent de manière systématique tout en tranches de saucisson. Alors que vous êtes comme moi, ce qui vous intéresse, évidemment, c'est le saucisson en entier. Hein, mais ça, c'est comme ça. Alors que eux, et c'est ça qui est trop fort dans notre travail, c'est-à-dire que dans la classe dominante, je peux vous assurer qu'ils sont toujours avec le saucisson entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas de privé. Le pantouflage, ça se passe dans tous les sens. Pour eux, l'essentiel, c'est la synthèse des intérêts de leur oligarchie. Ils ne connaissent pas les frontières nationales, etc., etc. Et ça, c'est très important que vous compreniez bien cette imposture idéologique de la fragmentation du social. C'est pour que vous ne puissiez pas vous battre, vous ne puissiez pas combattre l'inadmissible. Parce que la pensée substantialiste, celle qui vous présente tout en morceaux sans mettre en relation, elle sidère, elle vous rend impuissant. Alors que dès qu'on met en relation les choses, du coup, on comprend que l'on est là face à un chaos climatique qui n'a rien d'un anthropocène, mais qui, par contre, a tout d'un capitalocène. Non, je vais bien. Je vais me rassis un peu pour me... Alors, ce que tu démontres finalement tout au long de ce livre, c'est à quel point toutes les luttes environnementales qu'on connaît, tu parles de beaucoup de choses, tu parles de la 69, tu listes les luttes autour des pesticides, etc. Tout ça, tu réussis à nous faire un espèce d'arbre généalogique des intérêts et des profits de quel riche se trouve derrière quel scandale environnemental. C'est très intéressant. Et moi, je me disais que pour mettre l'ambiance dès le départ, il pouvait être intéressant de poser un petit peu, c'est ce que tu fais au début de ton livre, le contexte du point de vue du gouvernement. Parce que le gouvernement, parmi les membres du gouvernement, et tu parles notamment du gouvernement Attal, ce ne sont pas les derniers, justement, à avoir des intérêts très importants au niveau des richesses et justement à expliquer que les choses soient bloquées. Alors, est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu ce panel du gouvernement et des intérêts que chacun des membres y trouve ? C'est-à-dire qu'on est passé, moi je suis née en 1946, donc au début, au moment de la création, disons, plus ou moins de l'État-providence, c'est-à-dire de la sécurité sociale avec Ambroise Croizat, le député communiste ouvrier qui a créé avec toutes les organisations ouvrières de l'époque qui existaient par rapport à la sécurité sociale, qui a créé la sécurité sociale. Ah oui, ah oui, oui. Et tout ce qui s'est passé par rapport à l'enseignement public, moi je me souviens, on passait toutes les années, voire peut-être 2 fois par an, il y avait un médecin à Mans dans l'Osaire qui nous demandait si ça allait, comment ça se passait à la maison. Alors on disait évidemment pas toute la vérité quand le père était procureur de la République, mais enfin voilà, il y avait tout un accompagnement. On nous apportait du lait, parce qu'en Lozère, on a quand même souffert au moment, après la guerre, un peu de famine. Il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Donc, grâce à Michel Debré, c'est mon souvenir, on avait droit, je me souviens, à un bol de lait à la récréation de 10 heures. On se jetait là-dessus comme sur les mamelles d'une vache. Et enfin voilà, donc j'ai grandi dans une période où tout était ouvert, tout était possible, on allait de l'avant. Enfin, c'était comme une espèce de communisme qu'évidemment on n'appelait pas comme ça, mais je le vivais comme ça, avec une certaine une force de vie, voilà, qui était liée au fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux patrons ont collaboré et du coup, au moment du CNR, ils n'ont pas été présents. Et du coup, le CNR
a pu créer tous ces communs il y en a encore aujourd'hui, mais plus beaucoup, hein, plus beaucoup. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. Et donc, à ce moment-là, alors rendez-vous compte. Alors, je ne suis pas sûre de mes chiffres, mais je ne me souviens plus en quelle année. Je crois que c'est... Alors, j'étais trop petite pour... mais je l'ai appris après. Mais au moment où je grandissais, il y avait 45% de députés communistes ouvriers à l'Assemblée nationale. À ce moment-là. Voilà. Donc, c'était après ce qui s'était passé, la résistance, etc. Et aujourd'hui, alors je m'adresse, est-ce que toi tu sais combien il y a d'ouvriers, de députés d'origine ouvrière de gauche à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Alors, moi c'est moi qui vais vous le dire parce que je ne veux pas te mettre en difficulté. Si tu le sais pas, tu me le dis. Moi je les connais pas les députés de gauche. Bon, alors aujourd'hui si je compte les employés et les ouvriers qui constituent près de 50% de la population active, ils ne sont représentés que par 4,7% d'ouvriers d'origine ouvrière. D'accord? Le reste, c'est tout des petits cadres, des grands cadres ou des patrons. Et attendez. Donc, c'est quand même... Et je ne parle que de l'Assemblée nationale. Parce qu'évidemment, si je parlais du Sénat, les écarts seraient encore plus forts, surtout depuis qu'Alain Bocquet a quitté le Sénat. Il était un des rares à perdurer. Et aujourd'hui, si on examine... Donc, nous, avec Michel, on a pris notre retraite en 2007. Et à partir du moment où on a pris notre retraite en 2007, on a décidé d'intégrer ce que nous étions interdits de faire, parce que vous pouvez être impertinent vis-à-vis de l'institution qui vous nourrit, mais vous êtes comme le photographe qui s'approche de l'individu qu'il veut filmer. À un moment, il s'arrête parce qu'il sait que là, il va franchir et que ça ne va pas bien se passer. Et donc, nous, on savait que si on intégrait le champ politique et le champ économique dans nos analyses, ça passerait plus. Donc, on a attendu notre départ à la retraite. Donc, si vous voulez, avant, c'était la chasse à courre, tout ce que tu as dit, les monuments classés historiques. Est-ce que c'est le Châtelain qui est classé monument historique? Est-ce que c'est le château? Bref, enfin, on a fait toutes sortes de choses. Je ne m'en rappelle même plus, tellement on en a fait. Mais en tout cas, dès qu'on est parti à la retraite en 2007, là, c'est extraordinaire ce qui nous arrive. C'est l'arrivée de Nicolas Sarkozy. C'est le Fouquet's. C'est le Fouquet's. C'est le Fouquet's avec Ariane Chemin, qui publie, la journaliste du Monde, qui publie toute la liste des invités du Fouquet's. Et là, avec Michel, on se dit putain de Dieu, comme ça, entre nous. Là, ça y est. On va commencer par ça, travaillons sur cette liste, et puis on va suivre Nicolas Sarkozy, qu'on avait suivi comme maire de Neuilly, puisqu'on avait beaucoup travaillé à Neuilly, bien qu'il n'ait jamais voulu nous parler, mais enfin, nous, on l'avait vu de nombreuses fois. Et là, voilà. Et puis, alors donc, pour l'économie et la politique, d'un seul coup, avec Nicolas Sarkozy, c'est le bouclier fiscal, c'est les niches fiscales, c'est tous les cadeaux aux plus riches, dans des proportions tellement importantes que François Gesse, qui était le directeur des éditions La Découverte, nous a dit votre prochain livre, ça sera Le Président des riches. Et Le Président des riches, ça a été un best-seller incroyable. Et quand nous sommes arrivés à Limoges, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai un souvenir absolument inoubliable. À Limoges? Oui. Mais c'était de partout, c'était à Toulouse, on est parti comme Johnny Hallyday en tournée pendant 6 mois. Et comme Johnny Hallyday, les bénéfices de la tournée sont à Genève? Ah non, parce que nous, c'est pas pareil. On était à la retraite, et puis il y a les droits d'auteur, mais qui tombent toujours longtemps après. Donc, non, Douarnenez, on a fait toute la France. C'était pas compliqué, la Lozère, Amande, mais vous auriez vu l'émeute
Ah non, mais franchement, c'était extraordinaire. Et c'était tous les soirs comme ça. Et c'était très fort, c'était très beau. Et là, du coup, on a compris que notre sociologie allait vraiment déboucher sur quelque chose qui allait parler au plus grand nombre. Parce qu'on avait intégré l'ensemble des secteurs de l'activité économique et sociale. Et donc, le président des riches, et puis après, avec Emmanuel Macron, ça a été le président des ultra-riches, alors qu'il y a eu moins de succès, parce que vous pouvez vous imaginer, mettez-vous à la place de nos camarades de classe au CNRS ou dans les institutions universitaires, ils se sont dit, ah ben là, alors, ils ont fait un trop beau coup. Et puis, alors, pour Emmanuel Macron, on était, je ne sais pas combien, à écrire sur le président des ultra-riches. Mais ça fait rien, on a partagé. Et le président des ultra-riches, c'était vraiment pour montrer que là, il y avait au sommet de l'État, véritablement, cette oligarchie qui était désormais au pouvoir, avec des ministres millionnaires, des premiers ministres gravement millionnaires, très jeunes mais millionnaires déjà. Et donc on est passé à quelque chose de tout à fait différent du début de nos travaux en 1989, notre premier livre, avec des gens qui faisaient partie de cette oligarchie, sans conteste. Et donc l'oligarchie, c'est le propre de la définition d'oligarchie, elle est présente à tous les niveaux de l'activité économique et sociale, que cela relève du privé ou du public. Et on va et on vient, et il n'y a plus le conflit d'intérêts, c'est fait pour nous, pauvres bougres. Toi, tu y crois au conflit d'intérêts? Mais j'en ai très peu. Mais enfin, souvent on se bat, quand on est militant, on se bat contre les conflits d'intérêts. Mais voilà, c'est une forme de naïveté, parce que pour eux, ça n'existe pas, la séparation non plus, la séparation des pouvoirs non plus. Et puis la démocratie, ça fait depuis bien longtemps, je peux vous l'attester, qu'elle n'est plus à l'ordre du jour. Je vous en donne la preuve suivante. Quand il y a eu la création de la trilatérale en 1973, il se trouve que c'est un sociologue, Michel Crozier, pas du tout de notre bord, je vous rassure tout de suite, qui a rédigé l'introduction de cette trilatérale, dans laquelle il écrit désormais la démocratie sera incompatible avec le capitalisme néolibéral. Et nous y sommes. Pourquoi, sur les questions environnementales, on constate depuis un petit moment qu'on stagnait finalement, qu'on n'avançait pas alors qu'on a l'impression qu'il y a quand même une urgence. Mais là, ça fait un petit moment, je crois qu'on a un certain nombre à se dire, c'est plus qu'on stagne, c'est qu'on recule en fait. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer où par exemple, bien à l'Assemblée nationale, on a voté... Enfin, on n'a pas voté, mais la réintroduction des néonicotinoïdes, etc. On recule sur le moyen de faire des recours environnementaux. Donc ça part un petit peu dans tous les sens. Et en fait, ce que je ne savais pas et que tu expliques dans ton livre, c'est que le fait que ce soit plus facile de perdre des droits que d'en acquérir de nouveaux, c'est théorisé, ça s'appelle l'effet de cliquet. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça et surtout nous expliquer comment la classe politique se sert de ça pour faire en sorte qu'on continue à reculer et qu'on n'avance pas? D'abord, alors je vais te casser ta baraque, mais je le fais quand même, parce qu'on n'avance pas, mais c'est nous qui sommes le problème. Je veux dire, il ne faut pas non plus être, et c'est l'objectif de ce livre, c'est aussi de dire, et si nous portions aussi une grande part de responsabilité. Parce que quand même, comment pouvez-vous imaginer que cette petite caste qui, d'accord, détient tous les titres de propriété de génération en génération, puisse continuer à nous mener la vie dure et là, à mettre à mal l'habitabilité de la planète, c'est quand même, nous sommes face à ce que j'appelle vraiment un rendez-vous historique, face auquel nous devons être à la hauteur. Et nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Et c'est pour ça que j'ai consacré 3 chapitres à la nécessité de la coordination des luttes, je vais y revenir, à l'émancipation par le savoir collectivement partagé,
et puis par la coordination de nos luttes. C'est pas possible qu'on soit à ce point divisé, alors que eux en face sont solidaires, sont certes concurrents les uns entre les autres, mais ils savent gérer ces concurrences en toute bonne intelligence. Alors c'est beaucoup plus facile pour eux, je vous l'accorde, puisqu'ils ne sont pas très nombreux et qu'ils sont riches, hein, qu'ils détiennent tous les pouvoirs et toutes les richesses. Mais franchement, nous, on est les plus nombreux, et qui c'est qui fait fonctionner l'économie réelle? Qui c'est qui les nourrit si ce n'est pas nous, en n'étant pas payés à la valeur de notre travail? Alors, donc, si vous voulez, aujourd'hui, franchement, nos divisions ne sont plus acceptables. Ne sont plus acceptables. Bon. Alors, du coup, dans cet ouvrage, pour ne pas vous laisser... j'avais besoin aussi, moi, de travailler pour pouvoir écrire ce que j'ai écrit. Eh bien, j'essaye de montrer que nous pourrions nous inspirer du fonctionnement, même si ça va vous choquer, du fonctionnement de la classe dominante. Parce que dans la classe dominante, Bourdieu le disait de la manière suivante, c'est une orchestration sans chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est chaque individu qui est construit pour être un usufruitier, donc qui va être apte à hériter et à transmettre afin qu'il n'y ait jamais de ruissellement vers les classes moyennes et les classes populaires. Chacun va faire ce qu'il veut. Par exemple, on a écrit avec Michel un livre entièrement consacré à la famille Rothschild pour voir précisément comment ça se passe à l'intérieur d'une seule famille. Eh bien, c'est très clair. C'est-à-dire que chacun s'engage, s'il est amoureux du vin, ça va être le mouton Rothschild. S'il est vraiment passionné par la finance, là, je ne vous dis pas, il n'aura que l'embarras du choix entre les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Italie. Si c'est la chasse à courre, ben, ce sera Monique de Rothschild, une des meilleures maîtresses d'équipage qui ait existé en France. Voilà, chacun se réalise là. Et après, il y a des instances de coordination du social institué, comme l'appelait Pierre Bourdieu, qui viennent coordonner afin que les intérêts collectifs de la classe soient toujours bien défendus. Ce social institué, ça peut être la trilatérale dont j'ai parlé, Bilderberg, Davos à l'échelle de la planète, ça peut être des cercles, les cercles en France qui ont tous des ramifications avec tous les pays à l'étranger, les rallyes pour les jeunes, toutes sortes d'associations de défense du Bois de Boulogne, le Bois de Boulogne à l'ouest de Paris, qui est un espace public créé sous le Second Empire, et qu'ils ont décidé que ça serait leur parc à eux, eh bien, il y a 20 associations de défense du Bois de Boulogne qui sont entre leurs mains exclusivement, et puis vous en avez une 21e association de coordination des associations du Bois de Boulogne. Voilà. Et ça fonctionne comme ça. Et donc, nous, on pourrait, et d'ailleurs, nous le faisons de temps en temps. Il y a eu une intersyndicale au moment de la réforme des retraites, il y a eu la NUPES, il y a eu le NFP, on a tenté, mais comme par hasard, chaque fois, ça échoue. Eh bien, cela n'est plus possible. Nous devons arriver à coordonner nos luttes dans le respect de chacun, parce que de toute façon, on ne pourra jamais partager les mêmes idées, ce n'est pas possible. Et donc, il faut avoir cette intelligence, parce que notre seul ennemi, aujourd'hui, c'est le système capitaliste. C'est cette classe-là dont je vous parle, de type oligarchique. Et si on ne fait pas, si on ne prend pas conscience de la gravité de ce qui se passe, est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que vous représenterez pour les générations suivantes, ce que nous représenterons pour les générations suivantes, avec nos petits combats d'ego et de coq? C'est plus à la hauteur de la situation du tout. Et c'est le livre que j'ai voulu faire, et je vous ai proposé dans ce livre des pistes de réflexion sur ce que
ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Et il se trouve que la psychothérapie institutionnelle a été conçue en Lozère, là où j'habitais, à Saint-Alban-sur-Limagnole, où un psychiatre catalan condamné à mort par Franco a pu être nommé, en partie grâce à mon père et le préfet de la Lozère, directeur de cet hôtel, alors le lapsus est absolument incroyable, de cet hôpital psychiatrique où il y avait 1000 personnes qui étaient toutes sous contention et qui mouraient de faim, et qu'en quelques mois, grâce à ce psychiatre, les murs ont sauté, les potagers ont éclaté, les fleurs ont fleuri, et les habitants de la ville et les malades ont échangé. Paul Éluard est venu s'installer, Frantz Fanon est venu s'installer, Jean Dubuffet est venu s'installer à Saint-Alban. Bref, c'était la poésie, l'art, la solidarité, l'altérité. En quelques mois, cela a été réalisé. Pourquoi nous ne ferions pas des choses comme ça ? Merci. Merci. Et vous pouvez tout vérifier. Tout ce que je vous dis est exact. Et donc, si vous voulez, on peut faire des choses formidables à la condition que, justement, on ait vraiment notre humanité, notre altérité, et qu'on ait cette perspective autogestionnaire, coopérative, mutualiste, peu importe comment on l'appelle, une perspective post-capitaliste qui s'installera petit à petit parce que nous serons soudés, parce que nous saurons coordonner toutes les initiatives qui existent déjà en France, c'est-à-dire que je suis aussi extrêmement enthousiaste et positive parce que nous sommes en train véritablement d'évider l'État de l'intérieur, mine de rien. Mais si nous étions soutenus vraiment par des partis, par des institutions qui prennent en compte tout ce qui se passe dans la base de la société, tous nos désirs à nous de partage, de convivialité, du bonheur simple de vivre, de voir des papillons, de respirer l'odeur des fleurs, des animaux, de bien manger. Enfin, c'est pas possible. On n'a rien envie d'autre chose, d'avoir des enfants qu'on aime. Et ben voilà, j'ai l'impression de faire le curé. Alors, ce que tu nous expliques aussi, Monique, c'est à quel point, en fait, les riches ont réussi à s'accaparer de nombreux espaces médiatiques, etc., bien sûr, et notamment un espace qui pourtant devrait être absolument consacré, celui de la science. Et justement, en ce moment, à l'Assemblée nationale, on parlait d'une loi tout à l'heure de réintroduction des néonicotinoïdes, c'est la loi du plomb, mais dans cette loi, il y a aussi la mise sous tutelle de l'ANSES, qui est l'organisme qui en fait met sur le marché les pesticides pour justement contraindre cet organisme à répondre à des intérêts financiers. Et toi, dans ton livre, tu donnes plein d'exemples, notamment autour du glyphosate, etc., pour nous montrer comment les lobbies s'organisent pour, y compris, mettre la main sur l'appareil scientifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors là, d'abord, j'ai mon expérience du CNRS tel que nous l'avons vu évoluer. Donc nous, on est rentré dans la recherche en 1970 et on en est sorti 37 ans plus tard, donc en 2007. Et nous avons pu voir, mais vraiment une évolution du statut du chercheur au CNRS absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on est passé de « vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez », la seule condition, c'est que vous publiez, que vous transmettiez vos travaux de recherche, que vous communiquiez. Vous ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Bon, donc nous, avec Michel, ça nous allait très bien. Mais petit à petit, nous nous sommes rendus compte que, y compris les chercheurs, jouaient le jeu de l'évolution des institutions dans le néolibéralisme, c'est-à-dire avec toujours moins de possibilités de faire de la vraie recherche,
moins de liberté. On était tenu de chercher de l'argent avec des associations, ça s'appelait l'Association nationale de ANR, de répondre à des critères particuliers, de faire de l'enseignement même si on n'avait pas envie d'en faire, de faire surtout beaucoup de tâches administratives, de travailler collectivement, mais oxymore épouvantable, vous devez travailler collectivement, mais vous êtes tous évalués individuellement. Alors donc, qui va diriger le livre collectif, être directeur du livre où il y aura 10 noms à la suite? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Les chercheurs préféraient finalement ne carrément pas éditer. Voilà, la recherche passait à la trappe, des années de recherche aux frais du contribuable, mais plutôt que de se taper, de se disputer. Voilà, ça se terminait comme ça. Donc, c'est pour vous dire que le statut de chercheur a beaucoup évolué. Alors, ta question, c'était? Ah oui, donc voilà. Donc, si vous voulez, petit à petit, alors nous, Michel et moi, notre force, c'était notre couple. Et si vous voulez, peut-être que vous n'allez pas m'aimer que je mette en avant comme ça notre couple, mais aujourd'hui que je suis toute seule, vous ne pouvez même pas vous imaginer comment... avec le recul, je me rends compte comment c'est important d'avoir toujours quelqu'un à qui parler. Le fait de parler, on ne peut pas imaginer d'échanger dans l'altérité, l'échange dans le respect mutuel. Comment ça vous donne des forces? Il n'y a pas une petite Monique. Avec Michel, il y en avait 10. Et puis Michel, il n'y avait pas un grand Michel, il y en avait 10 aussi. On est multipliés. On est multipliés, ça nous donne une force considérable. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des partis, qu'il y ait des syndicats, qu'il y ait des associations. Parce que c'est vraiment ensemble qu'on sera plus fort. Mais il ne faut pas que l'institution... Voilà. Mais l'institution ne doit pas devenir un carcan. Quelque chose qui vous enferme. Voilà, et donc c'est toujours le juste milieu à trouver et aussi de trouver donc les formes de coordination entre les différentes formes institutionnelles que chacun choisit, de chacun là où il est bien, que nous vaincrons un système qui est fait de géants au pied d'argile. De géants au pied d'argile, parce que je peux vous assurer que leur mobilisation permanente révèle à quel point ils savent que leurs richesses sont basées sur un arbitraire absolu. Cet arbitraire, c'est uniquement parce que sous le régime capitaliste, la propriété des moyens de production et aujourd'hui des moyens d'absolument tout leur permettent de s'enrichir, de pouvoir exercer leur pouvoir sur toutes les formes du vivant, des humains et des non-humains. Donc c'est un arbitraire absolu. Et donc il suffit de passer au post-capitalisme, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est chacun, je veux dire, je ne donne pas de nom, c'est une perspective qui doit s'installer, qui est déjà installée, mais qui doit être parlée, qui doit être assumée, et qui doit surtout nous donner du recul par rapport, si vous voulez, à toutes les injonctions de ce système après lesquelles nous courons. On est toujours en train de courir. Et plus on court, et plus... Même je nous mets, Michel et moi, dans le paquet. Parce que plus on travaillait sur la fraude fiscale, plus la fraude fiscale s'accélérait. Parce qu'ils savaient ce que nous savions, et du coup, c'était opacifié toujours plus. Donc l'équilibre est extrêmement difficile à trouver. Mais nous devons le trouver, et nous devons bien penser que toutes les révolutions anticapitalistes qui se sont déroulées, je pense notamment pour moi, parce qu'on a beaucoup suivi ce qui s'est passé au Chili, eh bien, ont été sanctionnées dans le sang, dans des bains de sang et dans des crimes absolument atroces en Argentine. Je pense notamment donc à l'Amérique latine. Mais justement, nous devons anticiper tout cela
pour justement faire quelque chose qui soit profondément pas calqué sur leur système à eux. Ça sera notre système à nous, d'autogestion et de partage. Alors justement, tu dis que les riches savent que le système est profondément injuste, et dans ton livre... Arbitraire. Ouais. Et dans l'ouvrage aussi, tu mets en avant une vérité que l'on connaît mais qui est assez peu décrite, c'est qu'ils savent, mais aussi qu'ils ont peur. Et tu parles à un moment donné dans une partie qui s'appelle Courage fuyons, la préparation des milliardaires face à une planète en surchauffe, c'est-à-dire le fait que non seulement ils pourrissent la planète, mais qu'en plus ils se préparent aux conséquences que cela pourrait avoir. Et tu cites à plusieurs reprises des milliardaires qui ont investi en Nouvelle-Zélande, sur des îles. Tu as le milliardaire américain Reid Hoffman, qui est un homme d'affaires capital risqueur et cofondateur de LinkedIn, qui s'exprime dans le New Yorker, et tu le cites: le pays va se retourner contre les riches, contre l'innovation technologique. Est-ce que ça va se transformer en désordre civil? En tout cas, plus de 50% des milliardaires de la Silicon Valley ont pris d'une manière ou d'une autre une assurance contre l'apocalypse. Tu cites aussi le fondateur de PayPal, qui a acheté une ferme et près de 200 hectares en Nouvelle-Zélande. Tu as aussi... il y a quatre entrepreneurs de la Silicon Valley qui gardent toujours un avion prêt à s'envoler pour aller à 7000 km de là, si jamais ça part. Est-ce que ça aussi, c'est un signal comme quoi, d'une part, les riches ont peur, mais aussi qu'ils sont tout à fait conscients de ce qui risque d'arriver et qu'ils sont bien plus préparés que nous? C'est-à-dire que d'abord, d'une façon générale, tous nos travaux montrent bien que le séparatisme des riches est constant. Au fil des siècles, ils ont toujours fait bande à part, ils ont toujours eu des quartiers à eux, que ce soit dans les villes, que ce soit à la campagne avec leurs châteaux, avec les grands murs qui entourent le château. Ils se sont construits, ça je l'avais beaucoup développé par rapport à la réforme des retraites. Eux, la mort, ils n'ont pas du tout la même relation à la mort que nous, parce que eux, ils se sont construits ce que Bourdieu appelait une immortalité symbolique. Alors ok, une immortalité symbolique, c'est déjà beaucoup mieux qu'un hypothétique au-delà, mais ça reste quand même dans le symbole. Mais si vous voulez, le roi est mort, vive le roi, ça veut dire que pour eux, la finitude humaine n'est rien par rapport à l'importance de la continuité dynastique. Le roi est mort, vive le roi, et quand eux, ils sont confrontés à la mort, ils savent que, en réalité, on ne parlera jamais d'eux comme morts. On parlera d'eux comme des ancêtres, comme ils auront leur portrait, ils auront toutes les anecdotes sur leur vie, il y aura des livres, enfin il y aura toute une mémoire, toute une immortalité symbolique. Et là, par rapport au dérèglement climatique, ils adoptent exactement la même posture. Et donc, ils se protègent avec tous les exemples que tu as donnés. Il y en a beaucoup d'autres. Et notamment, ils achètent beaucoup de terres aussi en Patagonie chilienne et argentine parce que là, ils pensent qu'ils seront en sécurité, enfin dans des endroits assez éloignés. Et c'est vrai que ce qu'ils redoutent le plus, je pense, dans tout ce que j'ai pu lire là-dessus, c'est notre colère à nous. Et c'est quand même bon signe. Hein? Alors... Alors, effectivement, tu nous parlais de convergence des luttes, en tout cas de réussir à se mettre ensemble autour pour lutter ensemble sur les sujets écologiques tout à l'heure. Et en fait, ce que tu tisses aussi tout au long du livre, justement, c'est cette convergence des luttes qui ramène toujours, souvent derrière des luttes écologiques, en fait, il y a des luttes sociales. Tu nous donnes l'exemple du chlordécone, tu peux peut-être nous en parler, nous expliquer en quoi c'est lié aussi à un réflexe colonial. Tu nous parles évidemment également des quartiers populaires qui sont les premiers à souffrir, notamment avec les passoires thermiques, des chaleurs extrêmes qui nous attendent demain. Alors, est-ce que tu peux justement nous tisser ces exemples-là et nous montrer en quoi on peut trouver des liens entre ces luttes sociales et ces luttes écologiques et finalement tous se rassembler à la fin? C'est-à-dire que
les luttes sociales et les luttes écologiques, c'est juste pas possible de les séparer. C'est-à-dire que c'est un enchevêtrement, c'est un fait social total. C'est ça qui est terrible. Je reviens à l'histoire de la pensée segmentée. C'est vraiment important que vous compreniez vraiment ça et que vous la refusiez et que vous-même, dans vos têtes, désormais, vous pensiez à toujours mettre en relation. Parce que, tel que tu poses la question, c'est un non-sens. C'est un non-sens dans la mesure où, évidemment, tout va toujours dans le même sens. Les inégalités favorables aux plus riches se cumulent dans tous les domaines de l'activité économique et sociale, et c'est évidemment en face la même chose pour les classes moyennes et les classes populaires. Plus on est pauvre, plus on vivra dans des conditions très défavorables par rapport au réchauffement climatique, les passoires thermiques. Plus pour les jeunes des quartiers les plus défavorisés, ce sera dur, sauf s'ils s'organisent. Alors, dans mon livre, je vous donne plusieurs exemples, mais je vais m'attarder là que sur un seul que je trouve très intéressant. Donc, ça s'appelle Banlieue Climat. C'est une association qui a été créée en 2022, si ma mémoire est bonne, à l'initiative de Ferris Barkat, un jeune Marocain de 22 ans, avec Alexis Franck, ils sont tous les deux de Strasbourg. Ils ont créé cette association en disant, après la mort de Naël, maintenant, c'est nous. On en a marre d'être traités d'émeutiers, on en a marre d'être stigmatisés, déshumanisés. Nous, on va créer nos propres institutions. Et ça ne se fait pas contre nous, leurs propres institutions. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas le message, disent-ils, c'est le messager. Et maintenant, nous, on va travailler à l'horizontale. Et donc, ce sont des jeunes de ces quartiers qui ont fondé cette école qui existe maintenant. J'y suis allée à Saint-Ouen et où, grâce à un accord avec le ministère de l'Éducation nationale, ils peuvent, dans cette école, former chaque mois une dizaine de jeunes qui vont prendre la relève, qui vont être formés pour devenir des formateurs à leur tour. Et donc, la fois où j'y suis allée pour les écouter, ils étaient 12, ils venaient de Marseille, de Strasbourg, de tous les quartiers de Toulouse, de tous les quartiers défavorisés de France, 12. Ils ont passé la semaine ensemble à apprendre à se connaître, à être formés avec des gens de leur quartier, enfin des gens comme Ferris et Alex. Et puis moi, je suis venue juste à la fin pour les écouter faire leur compte-rendu de stage, si je puis dire, leur compte-rendu. Eh ben, je peux vous assurer que j'ai été scotchée au plateau. C'était vraiment impressionnant comment... en une semaine, ils avaient compris la mécanique du dérèglement climatique, les rapports de classe. Enfin, bon, c'était super. Et puis après, moi, ce qui m'a vraiment émue, on est parti dans la cour de récréation parce que c'est une ancienne école qui est devenue leur école, mais c'était une école, donc il y avait une cour de récréation. Et puis là, avec de la musique, c'était du rap. C'était le jour où un monsieur qui était au truc des Princes Jules, un chanteur, voilà. Donc il y avait beaucoup de Jules qui nous voilà. Et avec un mégaphone, il y avait la remise des prix. Et chaque élève a été appelé par son nom et par son prénom, avec un petit discours, un diplôme officiel à signer avec l'Éducation nationale. Et il était reconnu. Or, Bourdieu a toujours dit, la pire des inégalités, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, elle est uniquement pour les dominants, uniquement pour les riches. Et là, se voir appeler, se voir nominer, la musique, la danse, mais c'était vraiment très émouvant. Alors je m'arrête là parce que sinon je vais être j'étais tellement émue, c'était tellement super. Voilà ce qui peut se passer. Ça se passe aussi aux Isards. Ça se passe les Isards, c'est à Toulouse, mais dans
même en Seine-Saint-Denis, il y a plein de choses que je ne peux pas toutes nommer. Il y en a certaines qui sont nommées. Mais si vous voulez, voilà, il se passe des choses qui sont importantes. Et ces associations-là doivent être non pas appropriées par des partis politiques, mais elles doivent être en coordination, en coopération, dans le respect de l'un et de l'autre. Avant que je te confie à Damien, qui a un petit exercice à te faire, pour conclure cette petite partie, je trouve effectivement, enfin, je suis très sensible à ce que tu dis sur le fait qu'il ne faut pas qu'on se divise. Tu dis d'ailleurs dans ton livre que la scission politique entre le mouvement ouvrier et l'écologie fait leur bonheur. Et puis tu nous dis aussi que l'individualisme négatif en phase avec l'idéologie néolibérale est incompatible avec le dérèglement climatique et que c'est précisément ce qui nous présente sur les ondes des médias, des milliardaires, de façon à créer de la sidération et de l'impuissance afin d'empêcher la solidarité et la prise en main collective de la lutte pour sauver l'avenir de la planète. Et effectivement, on a l'impression qu'ils ont tout, qu'ils ont l'appareil médiatique, qu'ils ont les richesses. Et là, ce soir, finalement, bon, comme on dit parfois, ils ont l'argent, on a les gens. On est 250, 300 ce soir. Alors, j'ai juste envie de te poser la question, Monique. On fait quoi, nous, ce soir? On fait quoi, là, en sortant de la salle, ou ce soir, avant de sortir? Quel conseil tu nous donnerais pour qu'on s'organise et puis qu'on mène la lutte, finalement? C'est pas moi qui vais vous donner de conseils. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est ce que je ressens de ce qu'on aura vécu ce soir. C'est-à-dire qu'on aura vécu ce qu'on peut appeler de l'émancipation collectivement partagée. Et ça n'a pas de prix. Après, c'est chacun. Vous allez tous repartir dans vos vies. Moi, je vais repartir dans la mienne. Mais avoir vécu de l'émotion avec de la réflexion. L'émotion n'est pas à part de la réflexion. Et réflexion et émotion en même temps, ben, ça fait le cœur qui bat, le cœur qui s'enflamme. Et voilà. Et après, vous voyez, on aurait pu décider de préparer une chanson, mais on ne l'a pas fait. Donc, on va se calmer. Mais ah ben, si jamais il y a une chanteuse ou un chanteur dans la salle... Hein? Ah oui, mais moi, il faut que je sois accompagnée. Ah oui, non, sinon, c'est affreux. Donc, après, c'est... Voilà, vous voulez chanter avec Monique? Mais, voilà, si vous voulez, c'est notre humanité, notre altérité, et la vivre comme un soir, comme aujourd'hui, ben, c'est tout. Après, ça va se reproduire, Voilà, moi, je l'ai vécu avec des professeurs extraordinaires, j'ai eu de la chance. On a toujours transmis, puis j'étais avec Michel, donc à deux. Quand Michel s'endormait, je lui disais, mais tu dors ou quoi? Et puis il disait, ah bon, mais oui, j'avais oublié que j'étais là. Voilà. Et donc voilà, on essayait Enfin, c'était lui qui était un peu barjot, quoi. Mais... voilà, donc voilà, on va partir heureux et c'est déjà énorme. Voilà. Merci beaucoup, Monique. Alors, juste avant de te confier à la salle où vous pourrez poser des questions à Monique, tu sais, quand tu étais venue, qu'on avait fait la petite interview chez Fakir, à la fin, il y avait eu des... C'était pas une petite interview, ça avait duré longtemps. Ça avait duré 1h20, ah, ouais. Oui. Moi, j'avais trouvé ça rapide. Après, bon, c'est toi que si tu l'as vécu... Tu l'as vécu un peu longuement. Non. Alors, je t'avais fait des petites questions tac au tac. Donc là, j'en ai quelques-unes à te poser. T'aimes pas ça? Bon, ben, ça fait rien, vas-y. C'est dans mon déroulé, tu sais. Vas-y, c'est dans ton déroulé de député, vas-y. Alors, lutte environnementale ou lutte sociale? Lutte environnementale ou sociale? Ben, les deux, mon camarade. L'écologie, c'est de droite, c'est de gauche ou c'est pas politique? L'écologie, c'est fondamentalement politique, c'est fondamentalement anthropologique et c'est fondamentalement anticapitaliste. Donc l'écologie, c'est de gauche.
On va plutôt vers la fin du capitalisme vert ou vers la fin du capitalisme? On va vers si on n'est pas à la hauteur de la situation, ben on va vers une menace sur, c'est pas la fin du monde complètement, mais c'est en tout cas une menace très très forte sur la planète. Et donc, il faut combattre l'accumulation des différentes formes de capitalisme, parce que sous couvert de transition écologique, c'est pas du tout ce qui se passe. On est dans l'accumulation de différentes formes de capitalisme. Le capitalisme fossile plus le capitalisme vert. Le capitalisme vert qui permet de transformer les forêts de puits de carbone, qui absorbent le carbone, en puits de crédit carbone. C'est-à-dire, c'est la financiarisation des forêts qui se cache derrière la formule oxymorique de la neutralité carbone. Alors, on ne va pas rentrer dans toutes les manipulations incroyables. Une bonne partie sont présentes dans ce livre. Il y a plein de références à des auteurs qui ont écrit des choses magnifiques sur toutes ces manipulations. Et après, c'est à vous de chacun vous approprier ce que vous avez envie d'approfondir et de le partager avec vos enfants, vos petits-enfants, pour de façon adaptée, mais qui ne soit pas traumatisante, mais qui soit combatif, qui donne vraiment envie d'être ensemble pour lutter contre quelque chose qui est magnifique, quoi. C'est notre planète. La Terre ne nous appartient pas, mais nous appartenons à la Terre, tous ensemble, avec toutes les autres formes du vivant. Et nous les aimons, les animaux, les arbres, la biodiversité. C'est une respiration pour nous, c'est notre humanité qui ressurgit chaque fois que nous sommes dans la nature. Et j'ai que 2 questions supplémentaires. À la fin du livre, tu parles de milliardaires ou d'héritières. Il vaut mieux se méfier des milliardaires ou des héritières? Ah ben des deux, parce que, alors... C'est à la fin. Oui, attends, je vous lis juste, je vous chanterai pas, hein, mais Alors, tu pourrais m'aider? Oui, j'arrive. Voilà. Alors, je chante pas, c'est une chanson de Joli Môme qui s'appelle « Ta colère est légitime ». Je lis juste le refrain. « Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires, avec ou sans œil de verre. » Vous voyez à qui je pense? Oui, méfie-toi des héritières. Compagnie Joli Môme, ta colère est légitime. Oui, voilà. Vous situez la mise sur la main sur le pouvoir par l'oligarchie financière avec l'arrivée de Sarko. Moi, je suis à peu près d'accord. Et là, vous dites qu'on n'en sortira pas si on n'est pas tous unis, si on n'arrête pas avec nos querelles d'ego et autres. Le problème que l'on a, c'est qu'après Sarko, on a eu une occasion unique. C'est qu'on a un monsieur qui est l'ennemi de la finance, nous l'avons élu. Et ce monsieur, il nous a, à l'époque, il faut se souvenir, je vais essayer d'être rapide, le parti auquel il appartenait détenait tous les pouvoirs en France, l'Assemblée, le Sénat, les régions, la quasi-totalité des départements, toutes les grandes villes. Et ce monsieur-là, excusez-moi, l'ennemi des finances, moi j'attends encore. Alors moi je veux bien qu'on oublie tous nos égos, nos petites querelles. Mais peut-être qu'il faut être très très clair. Aujourd'hui, il y a des partis populaires et il y a un parti qui n'est plus un parti de gauche, qui n'est pas le Parti socialiste, qui est pour moi un parti bourgeois. Et pour moi, si on veut avancer, il faut catégoriquement le classer à droite. Alors c'est une question par une question, hein, c'est ça. Donc là, on va me laisser Monique répondre. Non, parce que je suis fatiguée et j'ai pas la mémoire qui. Après, je préfère répondre question après question. Alors surtout, vous donner un bon exemple, hein, parce que François Hollande, je vous signale que c'est la deuxième trahison, parce que la première se passe en 1983. Je ne sais pas si vous avez lu notre livre sur la violence des riches, où on parle du livre qu'il a écrit de façon anonyme avec Jean-Pierre Jouyet et un autre, La gauche bouge, hein, et La gauche bouge, c'est la trahison du Parti socialiste qui a littéralement financiarisé, ouvert la porte
au néolibéralisme le plus débridé dans notre pays. Et alors, évidemment, après, quand il a dit ça, en tout cas, Michel et moi, je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout été pris par cette mauvaise plaisanterie, parce que nous savions très bien qui était le bonhomme. Et si vous voulez, et La gauche bouge, vous ne pouvez pas le trouver, ce livre. Il a été épuisé, il a été mis de côté parce qu'il était bien trop ennuyeux pour précisément la carrière de François Hollande. Alors par rapport à cela, eh bien, c'est à nous, je veux dire, moi, j'ai pas de solution miracle, hein, c'est à nous de nous battre contre des gens comme ça, mais de façon à ce qu'on gagne. Si on s'oppose d'une façon qui n'est pas argumentée, qui n'est pas avec l'ensemble de la population, on n'arrivera à rien. Voilà, c'est toujours la même chose de l'union dans la diversité pour gagner des combats qui nous sont importants. Pardon, je m'étouffe. Est-ce qu'il y a une autre question, du coup, d'une femme cette fois? Allez-y. Bonsoir, je voulais savoir si vous avez subi des intimidations, des pressions pour vos travaux. Oui, j'ai eu. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu de problème, mais j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Et donc c'est tout à fait normal quand on travaille sur des présidents de la République, que l'on travaille avec l'aide du seul député qui a la responsabilité des finances à l'Assemblée nationale et qui est le seul à pouvoir demander des informations à Bercy, ou avec des gens très haut placés qui ont des intérêts parfois à parler. Voilà, donc du coup, on sait qu'on prend des risques. Hein, mais c'est en même temps, vous êtes là, nos livres sont toujours impeccables, sont relus par des avocats. Il n'y a pas de problème, tout est bon. Oui, je vais faire bref. Première chose, j'appartiens en gros à votre génération, madame. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1948. Ah ben vous êtes plus jeune que moi. Oui. Bien. Il existait à notre époque tout un ensemble de mouvements d'éducation populaire qui étaient un formidable terreau pour un engagement politique par la suite. Bon, pensez-vous que l'on puisse, avec la jeunesse actuelle, retrouver ce type de formation? Deuxième élément, il est paru dans la presse, dans le journal Le Monde, pour ne pas le nommer, un article de Boris Vallaud qui me semble intéressant et qui s'appelle « La démarchandisation ». C'est-à-dire qu'il évoque le fait que de la naissance à la mort, tout est devenu marchand. Pensez-vous que ce soit une idée qui puisse être reprise et approfondie? Oui, alors pour l'éducation populaire, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait des partis, des syndicats, qu'il y ait des associations, qu'il y ait plein de systèmes de formation divers et variés, que ce soit avec les partis, avec les syndicats, avec l'école, avec toutes sortes de choses. Plus il y aura d'échanges, de formation, mieux ce sera. Alors la seconde question, c'était... Ah ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ce que je vous ai dit, c'est ça. Hein, c'est enlever toutes les formes de prédation sur toutes les formes du vivant. Donc, avec ça, j'ai répondu à votre question que, bien entendu, mon corps m'appartient. Et en même temps, la terre ne m'appartient pas, j'appartiens à la terre. Voilà.
Est-ce qu'on a une autre question pour une femme? J'ai que des messieurs, donc du coup, je donne la parole à un... Il y a une dame là-bas. Ah, juste après. Juste après. Merci beaucoup, Jackie. Bonsoir. D'abord, merci pour tout. Merci pour le travail que vous avez fait, votre mari et vous, pour nous éclairer sur le fonctionnement de notre société. Ma question concerne le fait que, vous avez donc documenté ça depuis des années, vous n'êtes pas la seule, etc. Comment ça se fait que ça ne percole pas mieux dans la société quand on parle encore aujourd'hui à des gens de lutte des classes? On se fait parfois moquer, au mieux regarder avec des yeux un peu vitreux, d'où sort-elle du XVIIIe siècle. Comment on peut faire? Et est-ce que nos représentants politiques, par exemple nos députés ici, n'auraient pas quelque chose à jouer autour de la manière de communiquer, peut-être y aller un peu plus franco? Hier, on entendait par exemple votre collègue Guiraud qui parlait donc, qui disait hier que le seul assistanat, c'était celui des riches. Voilà, y aller peut-être un petit peu. Peut-être y a-t-il quelque chose à faire pour que ça percole mieux dans la société? Alors, je sais qu'on est contre effectivement le lobby de ces riches et que c'est un peu David contre Goliath, mais est-ce que vous auriez une idée de ce côté-là? Je pense que nos livres parlent tout seuls, et ma façon de parler là ce soir aussi. C'est-à-dire que par rapport à un discours d'homme politique, justement, éviter le jargon politique au bénéfice des émotions et de la réflexion, et puis de la franchise, c'est-à-dire chaque fois que l'on prend la parole, montrer que quand on nous réclame 40 milliards parce que soi-disant il y a un déficit, hop, le député, il sort de sa poche une petite enveloppe. Là, j'en ai une. C'est je vais prendre la niche fiscale, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je m'en souviens plus, c'est affreux. Le crédit impôt recherche, le CICE. Alors, CICE, crédit impôt recherche. Mais il y en a une qui est particulièrement nocive et qui représente 85 milliards d'euros, donc c'est énorme, et qui est une défiscalisation des donations dont les riches peuvent bénéficier quand ils donnent leur entreprise à leurs enfants. Le pacte du Treil. Voilà, tu es parfait. Voilà, il est parfait. Et donc, si chaque fois, je vous dis les niches fiscales, en plus de celle-ci, celle-ci c'est 85 milliards d'euros à elle seule, l'ensemble des niches fiscales, c'est un peu plus, on me dit 85 milliards, moi je pense que c'est un peu plus. La fraude fiscale, on est autour de 100 milliards. La fraude fiscale, notamment des plus riches. Donc, accumulons toutes ces petites enveloppes, et j'en rajoute une que peut-être tu ne connais pas, l'enveloppe, les modalités MPCI, les modalités particulières de calcul de l'impôt. Alors ça, je te le dirai au creux de ton oreille tout à l'heure, mais voilà, il y a tout. Alors, je rebondis sur ma chère camarade de gauche, là, qui a parlé tout à l'heure des effets de cliquet, et c'est ça, c'est que, si vous voulez, sous Nicolas Sarkozy, pour faire la réédition du livre en poche l'année suivante, on s'était aperçu, en un an, le nombre de niches fiscales avait chuté. Et on trouvait que c'était quand même bizarre. Donc on s'est adressé à la personne compétente qui nous a expliqué que, voilà, on pouvait faire glisser des niches fiscales un peu ennuyeuses sur une autre enveloppe. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'opacité, mais c'est précisément le rôle des responsables politiques que précisément de vous montrer à quel point la violence de classe est terrible. C'est une violence de classe parce que c'est une violence qui est faite à nos corps, qui est faite à nos enfants, qui est faite à nous tous et qui est faite sur les animaux, sur la nature et sur la terre elle-même. Voilà. Allez, on prend 2 dernières questions.
Tout d'abord, merci beaucoup d'être là ce soir, également pour votre travail. Pour moi, c'est hyper important, justement, mais qu'il y ait des intellectuels, justement, des gens qui fassent de la recherche sur ces thématiques, même historiquement. Je pense que c'est les armes, justement, de la gauche, la sociologie, l'étude, justement, de ces milieux-ci, et c'est vraiment hyper important, et je pense qu'on vous en remercie tous. Et moi, ce soir, ce que j'entends un peu dans votre discours aussi, c'est on revient vers des thématiques peut-être qu'on avait oubliées d'une certaine manière, des thématiques un peu comme la lutte de classe, typiquement, qu'on aurait pu croire justement d'un autre temps, comme le disait l'autre intervenante. Et est-ce que on n'a pas un peu oublié justement par le passé ces différentes thématiques? Est-ce que la gauche se redécouvre pas un peu aujourd'hui au travers de ça? Oui, enfin, moi je suis désolée parce que j'ai toujours été dans la lutte de classe, hein, ça je vous le dis. Ça, là, elle m'a toujours habité. Et comme Michel, c'était la même chose, du coup, on a toujours eu ces lunettes. Et je sais que quand nous sommes partis de notre laboratoire pour partir à la retraite, le chapitre lutte de classe, enfin, il y avait un chapitre dans le rapport que notre laboratoire rendait chaque année pour évaluation au CNRS, a disparu tout simplement. Donc, c'est vous dire que même s'il y avait plein de gens engagés à gauche tout à fait formidables, il n'en demeure pas moins que la trahison du Parti socialiste dont le camarade là-bas a parlé a vraiment eu des effets délétères sur le monde intellectuel et sur les luttes. Et donc là, aujourd'hui, c'est de la plus haute importance que précisément bien dire le jardinage sans la lutte de classe, c'est non. L'écologie sans la lutte. L'écologie, j'étais sûre, tu vois. L'écologie sans le jardinage, non, sans... Alors, vas-y, dis-le. Sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Chico Mendes, syndicaliste brésilien. Allez, une dernière question féminine, je vous vois, messieurs, mais... Allez, on prend peut-être juste la dernière de monsieur, là, juste devant, et après, on arrête. C'est parce qu'après, je suis fatiguée. Mais vous pourrez poser toutes vos questions après en off à Monique quand elle fera les dédicaces, etc. Auprès de Page et Plume. Bonsoir, c'est une triple question, j'essaye de la caser dans la minute. Je suis là. Vous nous avez décrit des gens dont la seule préoccupation, c'est de transmettre leur patrimoine à leurs héritiers, etc., pendant que la planète brûle et que d'autres meurent de faim. Du coup, petit a, c'est le petit a de ma question, peut-on décrire cette classe comme la classe des pervers, un petit peu? Je fais référence à des auteurs comme Dany Robert Dufour. Petit b, seriez-vous d'accord avec l'idée de dire qu'il y a un an, ces pervers, faisant fi de toutes les règles, nous ont volé un petit peu les élections? Voilà. Et petit c, vous qui êtes une militante qui a travaillé longuement dans la fonction publique, seriez-vous d'accord avec quand vous dites qu'on ne va pas assez loin, qu'on n'est pas assez audacieux aujourd'hui, pour considérer qu'alors, quand ils nous ont volé les élections, la fonction publique aurait dû se lever, ne pas accepter ces ministres de tutelle illégitimes, et que tous les fonctionnaires à minima auraient dû être dans la rue pour se mettre à la hauteur de la situation? Alors, le petit A, c'était quoi? Alors, le petit A, c'est est-ce que ce sont des pervers? Le 2, c'est est-ce qu'ils nous ont volé? Attends. Et le... Alors, moi, c'est pas du tout un mot que j'utiliserais pour parler de cette classe. Je dirais que la corruption est consubstantielle à cette classe. C'est-à-dire que comme ils sont de partout, là où il y a des titres de propriété
et des prédations sur toutes les formes du vivant, des pouvoirs et des richesses à prédater, à piller, on ne sait pas, à spolier, il y a plein de mots qui vont très bien, et qu'ils le font collectivement. C'est-à-dire que c'est un communisme de luxe et de pouvoir qui est basé sur la prédation des masses populaires, de tous les autres qui ne font pas partie de cette classe. Mais je n'emploierai pas un terme qui relève de la psychologie, comme la résilience, la perversité. C'est une corruption consubstantielle à une classe sociale, au sens marxiste et bourdieusien du terme. Alors, deuxièmement. La deuxième, c'est est-ce qu'ils nous ont volé les élections? Ils nous ont volé les élections. Ah ben, c'est plus qu'un vol, ils se sont assis dessus, oui. Mais franchement, on n'a pas été... pour moi, on n'a pas... Enfin, il aurait dû y avoir, mais vous l'avez dit vous-même, il aurait fallu que les gens engagés politiquement ou sur le plan syndical soient effectivement, que ce soit vraiment un mouvement de masse avec tous les fonctionnaires, avec des grèves, avec des choses très importantes qui ne se sont pas passées. Ça, c'est sûr. Et c'est très dommage. Franchement, c'est très dommage parce que c'était le bon moment où on pouvait réaliser quelque chose de puissant. Hein? Bien, merci infiniment, Monique. Je crois que vous pouvez l'applaudir très très fort.